C'est le jeu d'Antoine, c'est le jeu d'Antoine. C'est rigolo. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau jeu d'Antoine. Salut. Nous avons ici nos deux challengers qui vont se battre à nouveau pour un muffin de diamant. Le score actuel est de 2 muffins, je crois. exactement 2 à 0 pour Alice, 2 muffins de diamant pour Alice et 0 pour Alex pour l'instant. Pour l'instant. Ce jeu est inspiré, j'ai mon téléphone qui sonne, c'est pas du tout le moment. Ce jeu est inspiré d'un jeu que tout le monde connaît mais qui n'est pas un jeu de société. Enfin si, ça doit bien exister en jeu de société. Oui. C'est question pour un champion. Je vais poser une question en présentant un jeu, en parlant à la première personne. Je vais donner de plus en plus d'informations et je vais terminer par je suis. Et là il faudra trouver de quoi il s'agit. Attention, il y a plusieurs options. Vous pouvez buzzer. Montrez comment vous faites. Bon, c'est pas mal. Alice. Ok, on sera sur un mip et un mouboulou. Très très bien. J'arrête tout à partir du moment où vous buzzez. D'accord. Si je n'ai pas encore dit je suis, si je suis encore en train de donner des informations et que vous buzzez et que vous donnez la bonne réponse, c'est parfait, vous marquez un point. Par contre, à ce moment-là, si vous donnez une réponse et que ce n'est pas la bonne, vous offrez un point à votre adversaire. Ou alors, vous attendez que j'aille au bout de mon je suis. Et là, vous allez buzzer toujours, mais si vous ne donnez pas la bonne réponse, vous donnez la main à votre adversaire et vous allez faire un ping-pong comme ceci jusqu'à ce que quelqu'un ait la bonne réponse. Est-ce que c'est ok pour vous? Ouais, c'est bon. Très bien. À nouveau des règles qui ont été inventées il y a environ une trentaine de secondes. On commence tout de suite, il y aura donc 7 je suis. Le premier. Je suis un jeu pour 2 joueurs de Sébastien Pochon. Je suis sorti en 2009 chez Gameworks. 2019, ça dit? En 2009 chez Gameworks, j'ai dit. Jaipur. Jaipur, et hop là, c'est une pièce pour Alex. Bien joué. Non, mais si on parle des auteurs, je suis dans le caca, je les connais pas. Je suis sorti en 2012, je suis un jeu dont l'auteur va bientôt sortir, un jeu de cartes à jouer et collectionner. Je suis illustré par Nayad. Alex, on t'écoute? Seasons. C'est Seasons, bien joué. Régis Bonnefay. Exactement, je suis un jeu essentiellement composé de cartes qui vont synergiser les unes avec les autres. Je suis un jeu de Libellule, effectivement, c'est un jeu de Régis Bonnefay. Le numéro 3, je suis un jeu sorti en 2017 de Rudiger Dorn, illustré par Klaus Stefan. Je suis un jeu dans lequel chaque joueur trace son propre sentier sur son plateau individuel afin de récolter un maximum de trésors. Je suis un jeu ABBA, je suis... Oh, c'est à bas, je suis morte. Dungeon, Dice and Danger. Oui. Dungeon, Dice and Danger. Et non, c'était Karuba, monsieur. Mais c'est pas un bas, Dungeon Dice and Je sais Danger. pas, J'ai donné la réponse alors que normalement j'aurais dû donner la main à Alice. Non, mais je l'aurais jamais trouvé. Bon, très bien. Je l'aurais jamais Merci trouvé. beaucoup, c'est fair play. C'était quoi pendant la réponse? C'était Karuba. Ah oui, j'avais pas du tout. Pardon, Je vais essayer de respecter mes propres règles. Quatrième, je suis un jeu de Rainer Knizia illustré par François Bruel. Je suis sorti en 2002, je suis un petit jeu comportant des cartes de 6 couleurs différentes et des jetons. Pardon. Ménestrel. Ce n'est pas Ménestrel, non. Hit. Alors, comme j'avais pas terminé, tu aurais pu rien dire et tu aurais eu le point automatiquement. Ah ouais. Tu dis hit, Ouais, je dis. c'est toujours pas ça. Du coup, moi je vous propose de faire le ping-pong. Je vous propose que j'aille au bout. Ok. Et vous pouvez à nouveau m'interrompre, d'accord? Ok, d'accord. Je suis un jeu de pli, je suis un jeu qui a pour thématique des tournois de chevaliers, je suis. Camelot. C'est Camelot, oui. Ah, c'était le même thème que Ménestrel. C'est un Rainer Knizia? Bah écoute, Waouh, incroyable. je suis un jeu publié en 2000 pour la première fois par Jeu des cartes, puis réédité en 2012 par Je sais pas, Dune. Non. 592. Alex, une proposition? De toute façon, t'as le point. Très bien. Puis réédité en 2012 par Matago, je suis un jeu de Roberto Fraga, je suis un jeu de programmation et eu pour premier nom Les Dragons du Mekong. Je suis. Oui, River Dragon. c'est River Dragon. Et c'est un autre point pour Alex. Ok. On passe à la 6ème, à l'avant-dernière, donc tout simplement, je suis un jeu de Rudiger Kultz, je suis sorti en 1985, je suis un jeu d'enchères avec des animaux de la ferme, je suis. Oui, Boursicotte. c'est Boursicotte, monsieur. Yes. Ah, je suis content que tu l'aies trouvé celui-ci. Ok, Facile. Alice, est-ce que tu es toujours dans le game? Elle est plus là. Je vais essayer au moins le dernier juste pour l'honneur. Tu peux le trouver, j'ai pas du tout mis la bonne réponse ici. Je suis un jeu de Théo Rivière, illustré par Miguel Coimbra, je suis sorti en 2016, ma boîte est essentiellement blanche, je suis un jeu avec des bateaux volants, je suis...
La- Sea of Clouds. Oui, c'est Sea of Clouds. Tu gagnes ce dernier jeton. C'est Alex qui remporte son premier muffin de diamant. On passe à la vidéo. Hello, bonjour tout le monde, salut Alex. Salut. Bienvenue dans la vidéo du vendredi, cette petite vidéo que vous retrouvez toutes les semaines dans laquelle on vous parle de l'actualité des jeux de société. Vous allez pouvoir retrouver à la fin de cette vidéo un focus sur Rivage, un jeu qui arrive très prochainement. Autre information utile, la semaine prochaine, donc suivant la sortie de cette vidéo, hein, évidemment si vous regardez la vidéo dans 4 ans, ça ne marche plus, ou peut-être que si. Nous serons fermés du lundi au mercredi, le lundi parce que c'est férié tout simplement, et le mardi et mercredi parce qu'on va faire l'inventaire de la boutique, donc on va réouvrir le jeudi par conséquent, et on va donc pouvoir attaquer les jeux de la semaine. On va commencer avec 1902 Méliès dans cette petite gamme, la gamme millénaire, des jeux historiques en petit format, plutôt complet en général, il y a même des jeux un peu initiés experts dans la gamme. C'est un peu le cas de Méliès, je pense qu'on peut le mettre dans la catégorie des jeux initiés. Hop là, c'est celui-ci. On va être donc en 1902, les joueurs vont incarner des assistants réalisateurs, donc ils vont assister Méliès dans le tournage de son film qui est sorti justement en 1902 et qui est Le Voyage dans la Lune, qui est considéré très souvent comme étant le premier film de science-fiction de l'histoire. Gloire à ce film qui a inauguré un grand genre cinématographique. C'est un jeu qui va se jouer de 2 à 4 personnes pour des parties de plus ou moins 1 heure. À partir de 12 ans, il est recommandé. C'est un jeu de Eloy Pujadas et Ferran Renalias et c'est illustré par Pedro Soto, comme toujours dans cette gamme. Une gamme qu'on apprécie vraiment bien. Je pense qu'il y a vraiment plein de super jeux dans cette gamme. Celui-ci, à nouveau, mais j'ai l'impression que j'ai dit ça pour à peu près tous les jeux de la gamme, il me donne vraiment envie. Il me donne vraiment envie. C'est un petit peu la force de cette gamme-là, c'est que c'est des thématiques qui vraiment vont vraiment parler. Et puis là, plus que jamais. C'est un jeu donc dans lequel on joue les assistants réalisateurs de Méliès. On va devoir l'aider à réaliser ce film. On n'est pas en coopération, pas du tout. On va essayer de tirer un peu la couverture à soi, même beaucoup tirer la couverture à soi. C'est un jeu où ça devrait chouiner un peu autour de la table parce qu'on passe vraiment son temps à s'embêter, ou volontairement ou pas, les uns les autres. Et puis bon, le but c'est un petit peu de faire en sorte que vous soyez le chouchou de Méliès à la fin. On va donc tourner ce film, on va tourner des scènes, et ces scènes elles vont se mettre les unes après les autres via un petit système de chaînage et elles vont composer donc des séquences. Vous allez marquer des points lorsque vous allez tourner une scène. Et donc ça va être suivant, si vous avez bien positionné les acteurs, ça vous fera marquer des points. Et puis aussi, dans la séquence, plus vous aurez tourné de scènes et plus ça vous fera marquer des points. Comment est-ce qu'on fait pour tourner une scène? Eh bien c'est un jeu de poste d'ouvrier, on va pouvoir faire tout un tas de petites actions. Il y a des emplacements, c'est un jeu où il y a des emplacements bloquants. Si je m'y mets, eh bien les autres joueurs, c'est pas qu'ils sont bloqués, qu'il ne faut pas s'y mettre, mais s'ils s'y mettent, il va y avoir un petit effet. Ce petit effet, c'est qu'ils vont me permettre de récupérer mon jeton à moi, mon pion. On a un nombre limité de pions et si jamais on n'a plus de pions à jouer, on doit passer son tour pour pouvoir les récupérer. Donc le but, ça va être évidemment de poser vos pions à des endroits qui vont vous avantager vous, mais aussi qui vont potentiellement avantager les adversaires. Comme ça, ils viennent jouer là où vous avez joué et pim, vous récupérez un pion, vous allez pouvoir le jouer ailleurs et vous allez repousser le moment fatidique, vous allez devoir récupérer tous vos pions. Je ne rentre pas dans le détail de toutes les actions que l'on peut faire, mais sachez notamment que pour tourner une scène, il va y avoir besoin d'un effet spécial bien particulier, donc il faudra aller récupérer l'effet spécial bien particulier, et il faudra qu'il soit installé un décor bien particulier. Le système de décor, il est rigolo parce qu'en fait, il y a plusieurs décors sur l'une des cartes, et à chaque fois qu'un joueur va se poser, va utiliser sa petite poste d'ouvrier PIM pour se poser sur cette zone, on va décaler un pion, et ce pion, il va être toujours entre 2 décors, et quand un pion est entre 2 décors, c'est les 2 décors qui sont disponibles pour tout le monde. Attention, vous allez, pim, faire avancer le petit jeton pour le mettre à côté du décor qui vous intéresse. Et puis, peut-être que vous allez chercher votre effet spécial, ça va vous prendre 2-3 tours. Peut-être que pendant ces 2-3 tours, les autres joueurs vont venir se mettre à votre place et ils vont à nouveau changer le décor qui est disponible. Donc, il faudra y revenir. Il faudra arriver à timer tout ça. Il y a vraiment énormément de timing. Après, ceci dit, quand ils viennent se poser, ils vous permettent peut-être d'aller récupérer votre pion, le faire poser ailleurs, etc., etc. Vous avez le bon décor, vous avez le bon effet spécial, pim, vous pouvez tourner votre scène. Donc là, vous récupérez une petite carte avec dessus une illustration qui est l'une des scènes du film légendaire. C'est vraiment très agréable, en termes de thématique autant qu'en termes de matériel.
Et à ce moment-là, vous allez marquer des points selon si les acteurs sont bien positionnés. Et donc les acteurs, eh ben, il faut qu'ils aient le bon costume, qu'ils soient au bon endroit, et puis là, ça vous fera marquer des points. Votre carte ira dans la séquence, et puis lorsqu'on vous comptera les points de la séquence, eh ben, plus vous aurez fait de cartes, et plus ça vous fera marquer de points. Il y a tout un tas d'autres petites choses à faire, notamment la possibilité de coloriser les scènes. Et oui, vous allez pouvoir dépenser des cartes si elles ont les bonnes couleurs pour coloriser la scène, retourner la carte, et elle va être colorisée. Alors évidemment, colorisée un petit peu comme ces vieilles techniques du milieu du siècle dernier où vous allez avoir essentiellement les personnages et les objets importants qui vont être colorisés, un petit peu le reste en noir et blanc. Vraiment, la thématique évidemment fait beaucoup pour l'appréciation du jeu, mais ne serait-ce que la mécanique, alors on n'y a pas joué, mais une fois de plus avec Alex on s'est dit tiens, oui, celui-là on y jouerait bien quand même. Je donne le prix parce que récemment dans les commentaires vous nous avez dit ce serait sympa que vous donniez les prix. Alors pourquoi pas, c'est un jeu que vous trouverez aux alentours des 25 € et c'est le cas pour l'ensemble de la gamme. Dites-nous dans les commentaires si pour vous c'est une information utile ou pas, si elle vous plaît ou pas, ça nous aide à nous affiner pour faire les vidéos qui vous plaisent. Je passe la main à Alice. Coucou YouTube, merci Antoine. Alors, pas très bien adapté, mais c'est pas grave. Alors ça c'est du spoil, voilà, vous verrez plus tard. Ça c'est ce que je vous présente. L'extension pour Root, alors une deuxième boîte d'extension, l'extension Maraude. Alors c'est ballot parce que le jeu de base est en rupture jusqu'à cet été, mais c'est pas grave, pour les heureux détenteurs de la boîte de base, vous pouvez enrichir encore une fois votre univers déjà très riche de Root avec 2 nouvelles factions et 4 nomades. Alors voilà, les nomades c'est nouveau. Les 2 nouvelles factions c'est du coup les seigneurs des sangs qui sont très agressifs, voilà, et qui veulent brûler un peu le sous-bois. C'est des blaireaux ça. Non, les blaireaux c'est ça. Là c'est des d'accord, pardon, ça c'est des souris. Ok, d'accord. Ouais, souris, rats. Voilà, rats je dirais. Seigneur des sangs, ok. Voilà, c'est plutôt des rats. Okay. Et les blaireaux, c'est les gardiens de fer qui ont du coup un ordre de guerrier qui va qui va aller chercher des reliques dans les clairières. Ouais, c'est les paladins. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Ils sont là, comme c'est marqué, pour la gloire. Voilà. L'image est plutôt stylée. Vous voyez, il a sa petite relique ici. Lui, il a le drapeau rouge, il veut tout cramer. Voilà, c'est plutôt clair sur l'illustration, comme d'habitude, magnifique illustration de ce studio de Leader Game. Hop là. Et les nomades, vous allez me dire c'est quoi? Moi quand j'ai lu, je disais ils sont trompés, ils ont voulu dire vagabond. Non, les nomades, c'est des petits pions qui vont rejoindre les factions que vous connaissez de la boîte de base. Hein. Si vous remarquez, il n'y a pas pour les lézards, les castors et celle de l'autre qui étaient les corvides. Les corvidés et les taupes. Les taupes, voilà. Vous avez pour la marquise des chats, donc vous avez 2 types de petits nomades, c'est des gardes qui vont protéger vos clairières et des infirmiers qui vont soigner vos blessés. Vous avez aussi pour la canopée, vous avez du coup des guerriers encore plus vénères qui vont défoncer les autres pour reprendre la suprématie sur la forêt. Là, vous avez des petits nomades pour les révoltés, là. L'alliance du sous-bois, je sais plus comment ça s'appelle. Les rebelles, quoi. Voilà, les gilets jaunes. Et vous avez même des nomades pour les vagabonds. Donc voilà. Et du coup, voilà, vous avez des petits nouveaux pions. Il y a le mode de solo qui a été encore plus... voilà les mots ce soir. Élaboré. Hein. Merci, étoffé même, voilà, étoffé avec 4 nouvelles mécaniques à affronter. Vous pouvez affronter les mécaniques, mais aussi affronter un ennemi commun, voilà, donc en coopération solo, voilà. Et vous avez maintenant les monuments, qui est une nouvelle mécanique qui va pouvoir un peu rythmer le jeu et quelle clairière on va cibler en priorité, parce que certaines clairières auront des monuments dessus qui vont leur octroyer des pouvoirs plus ou moins intéressants, donc on va un peu se bagarrer pour contrôler le marché noir. Ouais, ça fait penser à Small World Underground. Il y avait des reliques au centre de la table, au centre du plateau. En vrai, il y avait les prémices dans l'extension des mondes souterrains, puisque dans la carte des montagnes, qui n'est pas montrée là, vous aviez la tour dans une clairière que quand vous contrôliez, ça vous faisait des points en plus. Voilà, c'était un peu les prémices de ça. Voilà. Donc ça, c'était l'extension de Root. Donc là c'est 70 € cette extension. Voilà, hop. On échange, Alex? Tiens. Oui, là c'est schlag, hein, on s'échange. Hop.
Oui, c'est bon, ça tourne toujours. Allez. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Ceci étant dit, nous avons reçu, vous l'avez vu peut-être tout à l'heure, je le remets un petit peu bien comme ça, oui. Les Aventuriers du Rail Paris dans la petite gamme de voyage, entre guillemets, hein, toujours chez Days of Wonder, distribué par Asmodée. C'est des petites boîtes, donc c'est en gros les Aventuriers du Rail, on va dire classique, mais dans un autre endroit, donc ici Paris, mais il existait, on avait San Francisco, on avait Londres, on avait Berlin, on avait Amsterdam, on avait New York. Je pense qu'on les a presque tous dit. Ouais, je crois. Ajoutez-le en commentaire si jamais vous en avez un autre. C'est les petites boîtes, donc on retrouve en fait les Aventuriers du Rail, mais pour seulement 25 €, même chose que pour Méliès d'ailleurs. Ici, plus rapide surtout. Beaucoup plus rapide parce qu'en fait, c'est ça, on est entre, même des fois un peu moins, mais on est entre 10, 15, 20 minutes peut-être si on joue plus longtemps. À partir de 8 ans pour 2 à 4 jours uniquement. Souvent les Aventuriers du Rail c'est jusqu'à 5, là ce sera jusqu'à 4. On retrouve, alors déjà les petites subtilités, ce seront les petites voitures et en gros les cartes de wagons qui là ne sont pas des wagons mais souvent des véhicules qui sont propres à la ville en question. Donc là on est à Paris les années folles 1930 si je dis pas de bêtises. Et du coup là vous avez même chose comme les Aventuriers du Rail, réaliser des objectifs de destination en défaussant les bonnes cartes. Sauf que là du coup les objectifs et les lieux à visiter sont liés à Paris, donc tous les endroits les plus connus et qu'on aime visiter à Paris. Donc évidemment la Tour Eiffel et le Louvre en feront partie, mais il y en aura plein d'autres, hein, je ne vais pas tous vous les citer. L'autre manière de marquer des points ici par rapport au fait que c'est à Paris, c'est en célébrant le drapeau, le tricolore du coup, donc le drapeau français. Tout simplement parce que quand vous allez poser des wagons sur un rail bleu, blanc et rouge, les cartes que vous aurez défaussées, vous en aurez gardé une de chaque couleur et donc du coup, vous aurez reformé avec une carte bleue, une carte blanche et une carte rouge le drapeau français tricolore. Et donc du coup ça vous fera marquer des points en plus. Voilà, c'est le petit twist que apportent les Aventuriers du Rail Paris en plus de sa nouvelle carte et en plus de ses nouveaux objectifs. On va passer à la section JDR. Actu JDR, derrière le comptoir, rien n'a été préparé. C'est le gros derrière le comptoir. Ouais, parce qu'il restait plein de petits trucs. On s'est dit, ça, ce sera derrière le comptoir, ça prendra 2 minutes. Spoiler, ça prendra peut-être un peu plus de 2 minutes. Mais c'est fait. On peut pas le faire derrière, il pleut. Oui, alors derrière là-bas, c'est pas pratique. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ici. Lui, il est déjà à la boutique depuis quelques semaines. C'est le jeu de rôle Valérian. Tout simplement, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, j'ai pas eu le temps de le feuilleter parce qu'à chaque fois qu'on en commande, eh bien il part quasiment aussitôt. Ça c'est plutôt c'est de la série, BD, tout ça quoi. C'est basé sur l'œuvre de Christian et Mélière. Si vous connaissez, forcément ça va vous parler. C'est quand même un jeu de rôle qui va vraiment s'adresser aux fans des bandes dessinées. C'est pratique ce genre de jeu de rôle qui se base sur des bandes dessinées ou autres parce que si vous êtes fan, vous connaissez déjà l'univers et donc vous avez plein d'idées de scénarios. Mais là-dedans, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a déjà des petits scénarios fournis. Exactement, il y a même un grand scénario. Voilà. Ceci est dit. Un supplément pour le jeu de rôle Fallout qui a le vent en poupe entre les sorties Magic et la sortie de la série Amazon qui est imminente. Et donc c'est un livre avec des quêtes dedans, c'est donc une campagne tout simplement. Hop. Je suis désolé, je passe un peu vite, mais on a vraiment des gros morceaux. Hop là, notamment, parce que ça c'est quand même un sacré morceau. La mythique campagne pour Pathfinder, Kingmaker qui revient pour la seconde édition, donc elle existait déjà en première édition. On ne savait pas s'il y allait y avoir une version pour la seconde édition, elle est là. Donc Kingmaker, en gros, vous êtes à peu près des kidam qui, petit à petit, allez bâtir votre propre royaume puisque vous allez accéder à la royauté. Et donc il y a un aspect totalement jeu de rôle, exploration, bagarre, mais aussi de la politique, de la gestion, bref, tout ce qu'on peut imaginer lorsqu'on a un royaume à gérer. Un énorme pavé, comme ils savent très bien le faire chez Pathfinder, auquel on peut rajouter le bestiaire dédié, auquel on peut rajouter le guide des compagnons, ainsi que le carnet de bord du royaume, ainsi que les aides de jeu qui vont servir à bâtir et gérer votre royaume. Là, normalement, si vous avez une table de Pathfinder qui traîne, si vous avez des potes fiables sous la main, ou en famille toujours, vous partez pour 2 ans, à peu près, 2-3 ans, si c'est pas 6.
400 € d'investissement. Oui, effectivement. Mais par contre, l'investissement, à mon avis, est rentabilisé. Vraiment rentabilisé. Cette campagne est absolument iconique. Donc, si vous êtes fan de Pathfinder, forcément, ça devrait vous intéresser. Un supplément pour Shadowrun. C'est à Denver. Le 3e parallèle. Eh bien, c'est bien sympa que tu me donnes des informations parce que j'ai découvert qu'on l'avait reçu environ 5 minutes avant qu'on commence à filmer ceci. Et merci donc, Instagram. Voilà, c'est ça. Je ne savais même pas qu'on l'avait commandé vu que j'étais pas là la semaine dernière pour les commandes. Ouais. De quoi ça s'agit? C'est juste un recueil de quêtes. C'est de l'univers et d'un petit peu des quêtes. Très bien. Ben écoutez, voilà, hop là. Aventure à Denver. De quoi avoir des aventures et créer les vôtres. Et on va terminer avec quelque chose sur lequel je suis un petit peu mieux renseigné. Heureusement, quand même, on va essayer de finir sur une bonne note. Quoique, il y a encore quelque chose de très très savoureux juste après. Sapa Inca, un jeu de rôle français dans lequel on va jouer des Incas. Donc, c'est un monde qui est un petit peu notre monde, mais pas tout à fait. C'est une uchronie avec une touche de fantasy, de magie. Les conquistadors arrivent, les joueurs vont incarner des Incas. Vous n'aimez pas trop les conquistadors et eux ils vous aiment pas trop non plus. Et vous allez organiser votre résistance. J'ai pas eu le temps de me renseigner en contrepartie sur le système, mais voilà, on a un livre de base, on a des aides de jeu destinées aux joueurs. Est-ce que je vous montrer quelques illustrations? Système D8. Il y a des D8, voilà. Je sais pas comment on s'en sert, mais dedans il y a des D8, des illustrations. Et évidemment, on a été choisi par les dieux et du coup, on a des pouvoirs magiques. Mais c'est aussi le caca dans notre civilisation parce que du coup, il y a des révoltes aussi dans notre civilisation. En plus des conquistadors dehors. Voilà. Donc, il y a du combat, de la magie et de la politique. Ça, je vais le feuilleter la pause du midi. Ça m'intéresse pas mal. Sympa. 5K Ouais. Sympa. Ça a l'air sympa. Ok. Bon, next. Je ne participe pas. Cowboy Bebop, le JDR. Alors, pour ceux qui connaissent pas, go voir l'animé, voilà. Oui. Qui fait partie d'à peu près des meilleurs animés de la vie. Faut le regarder, quand c'est fini, vous recommencez. Voilà, 25 épisodes, parfait. De bout en bout. Tu veux dire qu'il ne faut pas regarder la version live sur Netflix? Pardon. Si vous voulez crever, vous pouvez regarder la version live. Ceux qui connaissent, par contre, soit ne sont pas du tout au courant, ils sont genre il y a un jeu de rôle, soit ils sont au courant, ils sont genre ouais, on l'attendait de ouf. Du coup, vous pouvez jouer dans l'univers de Cowboy Bebop. Voilà, le système de jeu est extrêmement bien travaillé et très très original. En pré-tiré, on vous propose d'incarner les personnages du Bebop, donc Jet, Spike, Faye, Ed et même Hein. Oui, vous pouvez incarner le chien, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez aussi créer votre propre groupe de chasseurs de primes dans ce futur plus ou moins proche de 2071 où on est dans l'espace maintenant, dans le système solaire. C'est dans le système solaire. Voilà. Ça a une ambiance vraiment de space opéra, mais crade, avec une esthétique de Far West, mais aussi qui est resté coincé dans les années 90. Vous voyez ce magnifique mélange? Ça sent bon. Voilà. Ça pose des questions principalement sur l'existentialisme, l'ennui, les choses comme ça. Et du coup, vous allez incarner un groupe de chasseurs de primes qui essayent de joindre les deux bouts en chassant des primes, tout simplement. Voilà. Et vous allez pouvoir designer vos propres vaisseaux spatiaux. Donc il va falloir vous designer votre vaisseau mère, parce que vous avez un vaisseau de groupe quand même, mais vous allez aussi pouvoir vous designer votre vaisseau perso. Voilà, chacun va avoir son petit vaisseau. Et voilà, ça c'est Hein, si vous aimez les corgis. Moi c'est à cause de lui que je suis passionnée de corgis. Voilà, merci. Le système de jeu quand même, je vous en parle. Déjà c'est très très narratif. Il y a quasi 0 G2D dans ce JDR. Ça va se passer en 3 parties chaque épisode, parce que littéralement vous allez jouer, des épisodes sont découpés en 3 parties. La première partie c'est ok, c'est un peu la mise en place, c'est tout doux, c'est genre on vous une mise en place quoi. Ah voilà, il y a monsieur, il est mort, ou des choses comme ça. Après vous avez 3, 2, 1 qui est la deuxième partie où là ça commence à s'enchaîner, à être un peu plus rapide. Vous lancerez des dés de plus en plus nombreux au fur et à mesure de l'épisode, même si vous en lancez pas beaucoup. Et la dernière c'est Let's Jam, qui là c'est l'apothéose, c'est les méga combats, les poursuites, le dénouement, etc. etc. Si vous avez reconnu, c'est le début du générique. Ok, 3, 2, 1, Let's Jam. Voilà, les petites références comme ça fait plaisir. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de... donc là, il y a quand même les plans de la galaxie, c'est toujours bien. Il n'y a pas de jet de dés parce que vous allez vraiment narrer ce que vous faites comme approche par rapport aux situations. Vous pouvez avoir une approche rock, ça veut dire plutôt que vous allez faire face à la situation de manière un peu plus musclée ou encaissée, plus physique.
Vous avez l'approche jazz. L'approche jazz, c'est plutôt intellectuel, analysé, etc. L'approche blues, c'est plus souvenir, introspection, émotion. L'approche tango, c'est plus social, charme, autorité. Et l'approche dance, ça c'est quand vous osez faire des trucs un peu toqués. C'est schlag en fait. C'est schlag et osé. Voilà, c'est genre vous rentrez avec les yeux fermés, vous faites un salto arrière et vous tirez dans le décor, pouf, il y a un éléphant qui est tombé sur le monsieur, il est mort. Il y a beaucoup d'éléphants dans le système solaire. Tout à fait. Voilà, après vous avez plein d'éléments pour créer votre truc, mais aussi en scénario proposé, vous pouvez rejouer les épisodes. Évidemment, y apporter votre touche, sinon ça sert pas à grand chose. Mais sinon, vous avez quand même des éléments pour créer vos histoires à vous. Vous avez toutes les castes de personnages que vous pouvez croiser, d'autres chasseurs de primes, des terroristes, tous les genres, les archétypes qu'on va croiser dans la série. Et voilà, après votre fiche de perso, elle fait une page où vous allez avoir principalement des petites roulettes comme ça. C'est très bizarre, mais c'est ce système de jeu, voilà. Vous voyez, rock, blues, jazz, etc. Vous allez avoir des cartouches que vous allez pouvoir récupérer au fur et à mesure de vos succès dans les missions. Quand votre cartouche est pleine, le prochain épisode sera centré sur votre personnage. Parce qu'on aime l'introspection dans ce genre de série et de JDR. Voilà, sur votre passé sombre et toujours très sentimental. Ce qui est très cool aussi, c'est que vous aurez que trois spécificités. Genre, c'est un peu vos talents. Je sais pas, rouge à lèvres, carmin, cigare et lunettes super techno. Voilà. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir faire face aux situations. Et enfin, le MJ qui s'appelle le Big Shot, qui est le show des chasseurs de primes dans la série. Lui, il va jamais essayer de vous faire mal, en fait. Lui, il va gérer le temps. En début de partie, il vous dit, bah voilà, j'ai un cadran. Vous avez ce temps-là pour choper Billy, l'exploseur. Et si vous n'y arrivez pas, bah, c'est échec de la mission. Et en gros, vos actions vont faire rétrécir le temps, parce que techniquement, vous le rattrapez, le monsieur. Mais des fois, quand vous faites des échecs, ça s'appelle des fausses notes. Et ça permet au MJ pas de vous faire du mal, mais de vous faire perdre du temps. Et finalement, il est parti plus loin. Vous avez fait un mauvais move, vous êtes allé interroger la mauvaise personne. Pendant ce temps... Teddy Boomer, il est parti faire exploser un autre immeuble. Voilà, j'ai beaucoup parlé parce que je suis extrêmement fan de cette série. C'était une super présentation. Si seulement tous les autres JDR qu'il y avait juste avant avaient été présentés aussi bien. Est-ce que le prochain supplément est un saxophone ? Rien à voir. Non. Okay. Non, mais vous avez vraiment beaucoup d'infos sur le système solaire et tout qui sont très intéressantes parce que c'est des infos qu'on n'a pas vraiment dans la série. On devine les choses, mais là vous avez vraiment des pages entières sur Mercure, c'est quoi son système, c'est quoi sa mode, etc. Donc vraiment hyper intéressant aussi pour les fans qui veulent apprendre plus sur l'univers. Moi tu m'as donné grave envie, hein. Ouais, t'en parles tellement bien. J'ai trop hâte, je vais bientôt y jouer, j'ai trop hâte. Il reste des choses. Oui, hop là, on a encore des nouveautés. On a 2 extensions ici pour Paléo qu'on attendait depuis, je sais pas, au moins 8 mois. Oh oui, à peu près, oui. Voilà. Vous avez une mini extension de la baleine blanche. Vous allez explorer la mer, trop bien. Votre but, ça va être de construire des radeaux et d'aller explorer la mer. Donc vous allez avoir des cartes de large. Et dedans, vous allez y découvrir des ressources, des objets, de la nourriture. Mais au bout d'un moment, vous allez aussi trouver la baleine blanche qui, elle, est un très gros danger, qui vous fait très très mal et qui vous défonce votre radeau. Voilà. Et vous avez les frelons. Vous aimez bien les abeilles, mais vous aimez moins les frelons, surtout ceux qui se sont établis juste à côté de votre petite caverne d'hommes des cavernes. Et donc le but, ça va être de les chasser, donc de brûler leur nid, mais aussi de plonger dans l'eau pour y échapper quand vous prenez un danger de frelons dans la tête. Donc ça, c'est plutôt niveau de difficulté moyenne, et ça, c'est moyen à catastrophique. Voilà, ça peut être très très hardcore. Vous avez ici Rêve Lune de chez Blam, 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans, 30 minutes de jeu. C'est une excuse, on va dire, à l'improvisation, même pour ceux qui sont le moins à l'aise avec improvisation et narration. Vous allez tous ensemble, donc c'est un jeu coopératif, aider un des joueurs, je te laisse tripoter pour qu'il n'y ait pas de reflet. Un des joueurs va être le rêveur qui est en train de se perdre dans son rêve, oh là là, et nous on va être ses guides et on va essayer de le guider hors de son rêve pour pas qu'il se fasse manger, par son rêve à peu près. Comment vous allez faire ça ? Chacun votre tour, vous allez raconter un petit morceau de rêve, inspiré par le chapitre du rêve représenté par une carte. Donc là par exemple, voilà, vous en êtes à ce chapitre là, vous avez cette image là comme inspiration, et chacun va aussi avoir
voyez, hop, vous allez avoir des types d'extraits que vous allez devoir raconter. Bisounours, description, voilà, des types un peu de... Ouais, ça vous donne un ton sur ce que vous devez décrire. Donc imaginons, moi j'ai une description, qui voilà, tu te réveilles dans un désert infini, avec des chameaux, je sais pas. Quelqu'un d'autre va dire oui, le chameau il t'offre des petits biscuits, ils sont très bons avec une bonne tasse de thé à la menthe. C'est un danger. Voilà. Non. Et l'autre va dire oh là là, il y a un serpent qui vient dans ton thé et qui te mord. Voilà. Et une fois que tout le monde a raconté son extrait, là c'est au tour du rêveur et il va essayer d'identifier en disant bon, bah toi tu m'as décrit le désert, donc t'as plutôt un morceau de description, toi c'est un danger avec ton serpent, et toi bah, c'était le monde des bisounours avec ton thé et tes biscuits. Voilà. S'il arrive bien à identifier, on passe au prochain chapitre, et il y a un certain nombre de chapitres, je sais plus combien, à traverser pour que le rêveur soit sauvé. Voilà, c'était Rêve Lune. Et enfin, Marvel Champion. L'ère d'Apocalypse, c'est une extension, donc l'apothéose, la conclusion de la trilogie des X-Men. Voilà, cette fois vous allez affronter le plus hardcore de tous les X-Men, c'est-à-dire Apocalypse. Ah, c'est pas rien. Tu parles pas d'Unus? J'ai rien compris, c'est pas grave. Il fait référence à ce personnage dont on n'avait jamais entendu parler avec Alex. Ce fameux personnage Unus. Je savais même pas qu'il y avait le fauve noir, tu vois. Moi non plus. Il s'appelle Guerre. Donc, guerre et famine, mais ça va. Oui, Jusqu'ici, normalement bon. il a les cavaliers de l'Apocalypse. Bon, bah là il n'y a pas les 4, il y a 2. Il y a pas ouais. Bon. Donc du coup, bah, comme d'hab, vous avez des nouveaux méchants et vous avez 2 nouveaux personnages jouables, Bishop et Magic. Bishop, on est d'accord que c'est... Non, c'est pas l'enfant... C'est pas l'enfant de Ginny. Tu confonds avec Cable, je pense, mais ils sont plutôt copains. Ouais, c'est ça. C'est rare, parce que Cable il est pas très copain avec tout le monde. Oui, voilà. Bon, ben voilà, c'est à peu près tout, hein, 5 scénarios, et voilà. Et après, ça sera la conclusion de cette campagne. Et je sais pas c'est quoi la prochaine. De toute façon, il y a toujours de quoi faire dans le Marvel Universe. Oui, c'est clair. Là, on est tout bon. T'es sûr? On n'a pas tout dit. Non. Oh. Il y a quelque chose derrière toi là-bas. Il va revenir un truc. Alors là, on va pouvoir vous dire plein de choses là. Parce que là, vraiment, on est dans notre zone de confort. Ah là, c'est sûr. On a reçu plein de Warhammer. Non, ça c'est des doublons. Ça, c'est des doublons. C'est moi, on me dit ramène, je ramène. Hein. À part que Warhammer, à chaque fois, on sait pas trop quoi vous dire. Bah, on vous montre. On vous montre. Voilà. Donc. Si t'avais dit que tu ferais une blague. Oui, bon. Vous avez vraiment, mais à se rouler par terre. Attention, préparez-vous. Elle arrive, pas tout de suite. On a du Warhammer Worlds. Là-dedans, il y a 4 petites armées. Ouais, voilà, hop là. On va avoir un espèce de troll avec des champignons qui poussent dessus. Il y a des Skaven, ça c'est plutôt cool. Il y a des morts-vivants et il y a des espèces de gobelins. Ah, c'est des gobelins, trop bien. Voilà. Ouais, moi j'aime bien les gobelins dans Warhammer, ils sont rigolos. Mais enfin, le troll avec des gros champignons dessus, ça doit être un régal à peindre aussi. Hop. Il y a ça, c'est des cartes. Voilà. Nice. C'est des reliques, Super. je crois. Tu peux jouer au tarot avec ou... Ouais, non, c'est des reliques. Et ça, vous avez des pilleurs de tombes de Zondara. Voilà. Ah, t'es souhait. Okay. En vrai, magnifique figurine, hein, même si on s'y connaît pas, on peut quand même s'extasier sur la qualité des figurines de Warhammer. En même temps, heureusement, parce que c'est principalement un jeu de figurines. Quand même. Bon, la blague. Il n'y a rien de pire qu'une blague qui est attendue. Quel enfer. Un set d'armée pour... en plus, je sais pas encore ce que je vais faire comme blague. Un set d'armée pour les taux. Donc les taux, c'est une armée dans Warhammer. 40 000. À part que ici, ce ne sont pas n'importe quel taux, parce que les taux, ils ont tout un tas de races aliens qui bossent avec eux. Et là, c'est une armée de croûtes. Bon, ça nous a fait rigoler à moitié de l'après-midi. Faut dire qu'on a environ 12 ans d'âge mental. Si, voilà, je sais. Achetez très vite la boîte, parce que vraiment, on se les arrache. Hein. Ceci est la fin de cette vidéo, non? S'il te plaît, sauve-moi. J'avais oublié. Ah, merci, hop là. Et donc, retour en stock. Cascadia, jeu de base. Pas une croûte, par exemple. Cascadia, jeu de base, on avait l'extension, on n'avait plus la base, c'était ballot, c'est bon, elle est... Ça fait des mois qu'il n'était pas là, c'est un plaisir de le retrouver. Voilà, et encore plus plaisir pour moi, voici le retour des 2 boîtes dans la gamme Facet Games qui sont revenues en stock, donc Bristol et Tortuga. C'est magnifique jeu d'ambiance pour joueurs quand même, faut plancher. Voilà, là c'est bon. Là on est bon. Voilà. Super. Bah le focus hein. Hello
bonjour. Salut à tous. Bienvenue dans ce focus sur Rivage. Oui, tout à fait. Je te laisse présenter rapidement. Yes, carrément. Rivage, qui est un jeu de chez les Catch-Up Games. C'est un jeu de Joachim Tom, illustré par Nayad pour 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est des parties, je pense, dans une demi-heure, c'est à 25 minutes. Je pense qu'on est... Ouais, parce qu'en fait, on joue pas mal en simultané. C'est quasiment en simultané, effectivement. Et donc, c'est un jeu finalement où on va, à la manière un peu d'un roll and write, sauf que là, en fait, on va avoir du draft and write, finalement. On va avoir des petites îles sur lesquelles on va cocher des choses. Des îles, on peut en avoir plusieurs, hein, on va cocher, puis au bout d'un moment, on va dire, moi, cette île-là, je l'ai validée, il y aura des conditions. On va la mettre de côté, puis on va en prendre une autre, qui est configurée d'une autre manière, avec d'autres manières de marquer des points. Les points, ce sont ces petits jetons qu'on a là. Donc, durant la partie, on va en cumuler. Et la partie va prendre fin lorsque on aura joué un certain nombre de cartes. Il y a des cartes un peu spéciales qui indiquent en fait la fin de la partie. Et une fois qu'on aura fait ça, en fait, on va tout simplement regarder celui qui a le plus de points, et celui qui a le plus de points l'emporte. C'est ça, on aura un petit bonus de majorité si on a validé plus d'îles que les autres joueurs, mais vraiment la majorité des points, vous les validerez sur vos îles en question. Alors pour rentrer un peu plus dans la mécanique, donc on va au début de chaque manche, donc là on fait une mise en place en fait à partir de 3 joueurs. On a fait une mise en place à 3. Voilà. Et en fait, on va chacun recevoir 2 cartes. C'est des cartes qui ressemblent à ceci. Des cartes avec toujours en fait 3 lignes, 3 possibilités. Ce sont des lots que vous allez pouvoir cocher. Donc en fait, là par exemple, j'ai un lot avec une coche de sable, 2 coches d'eau. Ou alors je coche une petite... vous verrez, hein, c'est des petits pouvoirs, mais il y a une statue avec une espèce de longue vue. Et l'autre possibilité, c'est de cocher 2 cases d'eau et une case de terre marronasse. Je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai le choix entre 2 cartes, je vais en choisir une, et parmi ces 2 cartes-là, il y a une ligne que je vais choisir, et je vais cocher à chaque fois ce que je prends, et cocher exactement le même type de case sur ma fiche. Alors au début, sur une fiche, on va avoir 2 points de départ qui sont représentés par des bateaux. On coche l'un des deux, c'est notre case de départ, et toujours respecter dans ce jeu le principe d'adjacence, c'est-à-dire que je ne peux cocher que des cases qui sont adjacentes à une case déjà cochée. Donc au début, on coche notre bateau de départ et on dit ok, à partir de là, je peux cocher plusieurs choses adjacentes. Tout à fait. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Sans plus, c'est vraiment le cœur du jeu, c'est quasiment tout. Est-ce qu'on prendrait pas la caméra pour montrer un petit peu comment ça peut se dérouler un tour de jeu? Je vais tout à fait. Tu veux que je te filme en écran? Il n'y a pas de souci. Je prends ça directement. C'est bon. C'était prévu, hein, comme d'habitude. Comme toujours, très organisé. Alors, allons-y, c'est parti. On a donc fait une mise en place pour 3 personnes. On va mettre à côté ici notre petit arbre de progression. Soit tout le monde prend la face A, soit tout le monde prend la face B si on a pris la face B. Ce qui se passe, c'est que c'est le premier tour, donc je reçois des cartes qui sont absolument vierges, il n'y a encore rien qui a été coché dessus. Je décide par exemple de prendre, on va dire, hop là, celle-ci. Je décide de choisir cette ligne et je vais pouvoir cocher des choses. Et donc par exemple, je fais 1, 2. Donc par exemple, ici ça va me permettre de faire 1, 2. Je ne l'ai pas pris au préalable, mais normalement, je dois choisir l'un de mes 2 bateaux, donc je vais choisir de partir d'ici ou d'ici. Et puis il me reste 2 forêts, par exemple, je vais faire ceci et ceci. Là, je les ai cochés dans l'ordre, je ne suis pas obligé de les cocher dans l'ordre. Une fois que tout le monde a fait ça, c'est un jeu de draft, donc ce qui va se passer, c'est qu'on rebouge son petit capuchon, on va s'en mettre partout. On a donc les 2 cartes que l'on a reçues, on les fait passer à son voisin de gauche, on va recevoir à nouveau 2 cartes. Là, je vois que le joueur avant moi a utilisé cette ligne, donc là, j'ai un petit peu moins de choix sur cette carte, et ainsi de suite. Quand vous recevez une carte et que tout a été coché dessus, tac, 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 cette carte vous la mettez de côté et vous allez en piocher une autre à la place dans le paquet du milieu. C'est comme ça qu'on va avancer vers la fin de partie, puisque lorsque quelqu'un va piocher une carte violette, on terminera la manche en cours, on voit que dessus il n'y a qu'une seule option, et hop, ce sera la fin de partie. Sur son plateau, on peut faire différentes choses, il va y avoir des quêtes à réaliser notamment. On voit ici que la première fois que je complète une zone bleue, je gagnerai 1 point, donc une zone de bleu, c'est arriver à cocher tout ce qu'il y a dans une zone, hein. Donc par exemple je ferai ceci, ça me rapporterait 1 point, et puis si j'arrive à aller cocher la deuxième zone, et puis je ferai la deuxième quête de l'eau, ça me permettrait d'aller récupérer tout ça. Ici, on me demande d'aller entourer une zone noire, hop là, et donc par exemple, si j'arrive à faire ceci, je vais valider cette quête et je ferai 3 points de victoire. Et ici, pareil, on va me proposer donc d'aller terminer les zones comme ceci de terre. Il y a des petites cases qui sont particulières. On va les trouver sur le plateau, je peux la cocher comme par exemple les petites longues vues, mais on va pouvoir aussi les trouver sur les cartes. Il y a 2 icônes notamment qui vont être assez importants, non 3 icônes qui vont être importants. Il va y avoir donc les longues vues qui sont des jokers. Joker, c'est sympa, ça permet d'aller cocher un petit peu n'importe quoi. J'ai pas besoin donc d'avoir une correspondance de terrain. Il va y avoir les butins comme ceci. Quand je pioche un butin, et je vais aller chercher un butin dans le sac.
c'est un point de partie en fin de victoire où je décide de l'utiliser, il va me donner des avantages. Vous voyez que j'ai utilisé une longue vue pour aller récupérer un butin qui me permet de récupérer une longue vue, donc ça peut être intéressant. Il y a ces petits effets qui sont bien plaisants. Et on va terminer rapidement sur les statues. Les statues qui vous permettent d'aller progresser sur votre petit arbre comme ceci. Ça, c'est très plaisant. Là, je récupère une longue vue. Ensuite, je pourrais monter ici, récupérer de longues vues. Puis plus tard, je pourrais décider peut-être finalement de prendre cet arbre-là. Ici, ça me donne le droit d'aller cocher entièrement une zone jaune. Donc ça peut être hyper intéressant. Bref, il y a plein de petites choses à faire. Complètement. On est constamment en train de cocher dans tous les sens. C'est assez frénétique comme jeu. Ouais, mais finalement, il y a... Alors, je sais pas si on en a parlé, mais effectivement, les plateaux ici, on les a mis directement au côté B. Vous avez un côté A éventuellement pour débuter. Le côté A, il est vraiment pareil pour tout le monde. C'est plus sympa, je trouve, en asymétrique. Ça offre un champ des possibilités qui est beaucoup plus grand. Ce qui est chouette, c'est que toutes les îles marquent des points complètement différemment. Là, tu avais un truc finalement assez simple. Moi, par exemple, sur celle-ci, je vais avoir typiquement un cheminement entre différents objets. Donc là, par exemple, il faut cocher la corde, puis le mur, puis le coffre, pour débloquer 4 points. Donc il faut vraiment le faire dans cet ordre-là. Je ne peux pas cocher le mur avant d'avoir coché la corde. C'est vraiment un enchaînement bien précis. Après, il y a des couleurs qui sont toujours différentes sur chaque île. Chaque île est complètement différente. Les cartes sont très bien équilibrées aussi parce que chaque choix est très intéressant. Et forcément, les choix qui paraissent parfois pertinents pour nous, finalement, ne le sont pas forcément parce qu'il faut choisir des tuiles qui peuvent nous avantager et à la fois désavantager par rapport aux choix qu'on va laisser aux adversaires. Très clairement. Donc c'est vrai que sur une première partie, c'est assez un peu dans son coin comme beaucoup de jeux. On a le nez dans le guidon sur la première partie. Après, au fur et à mesure des parties, on va lever la tête et dire ah oui, attends, lui, si je lui laisse ça, non, c'est mort, je vais pas lui laisser ça, je vais plutôt cocher ça, comme ça je lui offre moins de choix. Voilà. Comment est-ce qu'on termine une carte ? Eh bien, vous avez vu qu'il y a 2 bateaux. Il y a un bateau de départ toujours. Exactement. Si vous cochez le bateau d'arrivée, vous mettez la carte de côté. Peu importe que vous ayez terminé les quêtes dessus ou pas, vous allez à la prochaine manche récupérer une nouvelle carte, choisir un nouveau bateau et ainsi de suite. Donc c'est cool parce qu'il y a parfois on peut vraiment s'attarder énormément sur une carte quand on peut se dire bah non là franchement celle-ci j'ai fait ce que j'ai pu, je vais prendre trop de temps, ça va trop me saouler, je trouve les objectifs trop complexes, donc je vais plutôt cocher très vite mon bateau d'arrivée, comme ça je change de carte. Et possiblement je récupère les majorités pour les personnes qui ont fait le plus de cartes en fin de partie. Voilà. C'est à peu près tout Rivage. Ouais, mais c'est franchement très cool. C'est très agréable. C'est très plaisant. Le matos en termes d'édition, c'est incroyable. Alors je n'ai plus la date de sortie de Rivage. Parce qu'en fait, on la marquer ici. On n'a pas Alice sous la main, donc c'est elle qui a souvent les infos. On essaiera de vous l'indiquer si j'ai trouvé l'info. En termes d'édition, c'est franchement très propre parce qu'il faut dire que toutes les cartes, c'est-à-dire vraiment les îles et les cartes à jouer, tout en fait doit être effaçable. Et pour le coup, c'est très qualitatif. Il me semble pas qu'on nous ait communiqué de prix, ou alors si on en a eu un. Mais si on a l'info, on va vous l'afficher. Sur le moment, j'ai pas été. Enfin, moi, je sais que sur ce genre de jeu, des fois, je vais dire, ok, elle est belle l'édition, c'est parfait. Par contre, le prix, est-ce que je peux l'avoir ? Et je pense pas avoir été choqué par un quelconque. Non, on a souvenir d'un prix qui nous a fait dire, ok, c'est vraiment correct. Voilà. Et ça, pour le coup, je trouve ça très très cool d'avoir toujours une belle édition avec à la fois une belle mécanique, parce que c'est toujours agréable d'avoir certes une belle mécanique, un beau jeu, mais surtout une édition qui va avec. Les illustrations sont magnifiques, forcément, parce que c'est Naiad qui est aux illustrations. On est tout bon, on a tout dit, on affichera donc, ça doit être déjà fait, le prix approximatif, la date de sortie approximative. On vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.